Pendant 3 jours, ma femme m'a imposé le silence radio. À la 96e heure, elle a compris que je m'en fichais éperdument. Son silence avait couronné ma victoire. Tout a commencé jeudi soir à 19h12. Je connais l'heure précise car je regardais ma montre en franchissant le seuil de notre maison de ville nantaise, dans le quartier Bouffay. L'air d'octobre avait 7 pointes de froid annonçant l'hiver, et les lampadaires commençaient tout juste à briller contre le ciel assombri. Je pouvais entendre des voix venant du bistrot au bout de la rue, le rire de quelqu'un porté par la brise. J'ai lancé ma salutation habituelle en poussant la porte d'entrée. Le silence qui m'a accueilli n'était pas le calme réconfortant d'une maison vide. Il était délibéré, pesant, intentionnel, le genre de silence qui a une texture et un but. Camille était à l'îlot central de la cuisine, ses doigts tapant sur son clavier avec plus de force que nécessaire. Chaque frappe soulignait l'absence de sa réponse habituelle. Pas de non. Pas de comment s'est passée ta journée? Aucune reconnaissance de ma présence. Rien. La cuisine sentait comme si elle avait cuisiné plus tôt. De l'ail et quelque chose à base de tomates, comme des herbes de Provence. Mais il n'y avait qu'une seule assiette mise sur la table. Un seul verre de vin versé. Une seule personne comptabilisée. Longue journée, ai-je demandé en desserrant ma cravate. La soie m'a soudainement semblé étouffante. Rien, pas même un regard. En 11 ans de mariage, Camille n'avait jamais été du genre à se retenir quand quelque chose la dérangeait. Elle était chef de projet événementiel, quelqu'un qui gagnait sa vie grâce à une communication claire et une coordination minutieuse. Ce silence total lui ressemblait si peu que ma première pensée fut que quelque chose de grave devait se passer. Une urgence. De mauvaises nouvelles de sa famille. Quelque chose de concret et terrible. Camille. J'ai doucement touché son épaule. Elle n'a absolument pas réagi à mon contact. C'était comme si j'étais devenu invisible dans ma propre maison. J'ai passé les 2 heures suivantes à essayer de décoder ce que j'avais fait de mal. Notre anniversaire de mariage, le 14 avril, c'était dans des mois. Son anniversaire, le 8 juin. Rien sur le calendrier. Notre conversation du matin avait été parfaitement normale. Le café, la météo, nos plans pour le week-end. À 20h15, elle s'est préparé un dîner pour une personne et s'est assise sans me jeter un regard. C'était une colère que je ne reconnaissais pas. La Camille en colère claquait les portes et faisait des remarques cinglantes. Cette Camille-là agissait comme si je n'existais pas. Ça devient ridicule, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Elle a mâché méthodiquement, fait défiler l'écran de son téléphone, et a continué sa performance. Quand elle a fini, elle a lavé sa seule assiette, a laissé la mienne sale dans l'évier et est montée à l'étage. Cette première nuit a été la plus longue depuis des années. Je me suis allongé à côté de quelqu'un physiquement présent, mais émotionnellement absent. Elle a fait sa routine du soir sans m'accorder un regard une seule fois. Quand j'ai essayé de parler, elle a éteint sa lampe de chevet et s'est tournée de l'autre côté. J'ai à peine dormi. À 3h17, j'étais toujours réveillé, pas plus près de comprendre. Le vendredi matin n'a apporté aucun soulagement. Elle s'est habillée pour le travail et s'est préparée à partir sans un mot. Je l'ai suivie dans la cuisine. Peu importe ce qui ne va pas, on doit en parler. Elle a versé du café dans son mug isotherme, a rassemblé ses affaires. Je suis sérieux. Tu ne peux pas m'ignorer indéfiniment. La porte d'entrée qui se refermait fut sa seule réponse. Au travail, j'étais distrait. J'ai appelé son bureau à 12h30. Son assistante a dit qu'elle était en réunion toute la journée. Était-ce vrai ou lui avait-on donné l'ordre de dire ça? Quand je suis rentré à la maison vendredi à 18h20, j'ai remarqué quelque chose de différent. Elle était dans le salon, lisant le magazine Art Décoration, mais je l'ai surprise en train de m'observer du coin de l'œil. Performatif, stratégique. Quand je me suis assis sur le canapé, elle a tourné les pages avec force. Quand j'ai pris la télécommande, elle a soupiré de manière audible. Son premier son vocal en 24 heures. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de quelque chose que j'avais fait de mal. Il s'agissait de quelque chose qu'elle essayait d'accomplir. Elle me testait, me jaugeait, attendait une réponse spécifique. Pendant 30 heures, j'avais dansé sur une musique qu'elle seule pouvait entendre.
Je lui avais donné exactement ce qu'elle voulait. Mon anxiété, ma confusion, mes tentatives désespérées de regagner son attention. Je vois ce que c'est, ai-je dit. Tu veux que je te coure après, que je mendie ton attention? Ses épaules se sont tendues. J'avais fait mouche. Je ne vais pas faire ça. Si tu veux agir comme si je n'existais pas, c'est ton choix. Mais je ne vais pas m'épuiser à essayer de te forcer à te comporter comme une adulte. Pour la première fois en 2 jours, un soulagement m'a envahi. Je n'étais pas puni. J'étais manipulé. Et la manipulation ne fonctionnait que lorsque la cible coopérait. J'ai commandé une pizza ce soir-là, une diavola avec un supplément piment de chez Mario, quelque chose que Camille détestait. Quand elle est arrivée, je n'ai pas proposé de partager. Je me suis assis à la table, j'ai mangé en paix et je me suis surpris à me détendre. Elle est entrée dans la cuisine, s'attendant clairement à ce que je lui offre à manger. Quand j'ai continué à manger et à lire sans lever les yeux, j'ai ressenti sa confusion. Ce n'était pas ainsi que le scénario devait se dérouler. Après le dîner, j'ai regardé John Wick 2, un film que Camille qualifiait de violence décérébrée. Sans ses commentaires, j'ai vraiment apprécié. Quand elle m'a vu rire devant l'écran, elle est restée dans l'encadrement de la porte pendant des minutes, attendant que je la remarque. Mais je passais un vrai bon moment, et sa présence n'était pas nécessaire. Cette deuxième nuit, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas de tension, pas d'anxiété, pas de gymnastique mentale, juste la paix. Le samedi matin a marqué un changement dans sa stratégie. Elle est descendue à 7 heures. Inhabituel pour elle. Camille n'était pas du matin le week-end. Normalement, elle dormait jusqu'à 9 heures, parfois plus tard, émergeant lentement avec du café et son téléphone. Mais elle était là, entièrement habillée de cette robe bleu marine que j'avais un jour complimentée, coiffée, maquillage subtil mais délibéré. Elle portait cette robe comme une armure. Elle a passé plus de temps que d'habitude dans la cuisine, me jetant des regards pleins d'attente, ouvrant les placards avec plus de bruit que nécessaire. Le moulin à café a tourné plus longtemps qu'il ne le fallait. Elle jouait la scène de la vie domestique et voulait un public. Quand je me suis versé un café et me suis dirigé vers le garage, sa stupéfaction était visible. Son visage est passé par une série de micro-expressions. La confusion, puis la frustration, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. J'ai passé cette matinée à ranger mon équipement photographique auquel je n'avais pas touché depuis 3 ans. Il y a 3 ans, Camille s'était plainte que mon matériel photo envahissait la maison. Pas avec ces mots exacts, mais par la façon dont elle soupirait quand elle me voyait nettoyer un objectif. Les commentaires subtils sur l'espace que prenaient mes affaires, les questions pour savoir si j'avais vraiment besoin de tout ça. Finalement, ça avait été plus facile de tout ranger, de laisser cette partie de moi s'endormir. Maintenant, je nettoyais mes objectifs avec le produit adéquat et des chiffons en microfibre, je chargeais des batteries qui étaient restées mortes pendant des mois, j'organisais tout dans les valises garnies de mousse que j'avais achetées des années auparavant avec tant d'optimisme. Mon Fuji X-T3 m'a fait du bien entre les mains. Solide, réel, à moi. Sans la conversation matinale habituelle, sans les douces questions sur mes projets, sans les subtiles demandes d'attention déguisées en intérêt, j'ai été remarquablement productif. J'ai travaillé dans un silence paisible. Et ce silence était le mien. Non pas utilisé comme une arme, non pas stratégique, juste calme. Quand je suis revenu à 9h45 pour prendre mes clés, elle avait préparé un brunch élaboré. Des gaufres, du champagne, la totale, mangeant lentement, se donnant en spectacle pour un public. Je suis passé devant, j'ai récupéré mes affaires. Je vais à Paris. Au cirque photo sur le boulevard Beaumarchais. Ne m'attends pas ce soir. Dans mon rétroviseur, elle se tenait à la fenêtre avec une expression que je n'avais jamais vue. Pas de la colère, pas de la peine. Quelque chose de plus proche de la panique. Le trajet jusqu'à Paris a pris 3h30. J'ai pris l'autoroute A11, regardant le paysage changer, passant de la banlieue nantaise aux plaines de la Beauce, pour finir dans la tentaculaire banlieue parisienne. J'avais souvent mentionné vouloir visiter ce magasin un jour. Ce mythique magasin de photographie dont parlent tous les passionnés, mais ce jour n'était jamais arrivé. Camille avait toujours de bonnes raisons. Trop loin pour une seule journée. Trop cher avec les péages et le stationnement. Nous devrions garder ça pour un voyage plus long où nous pourrions faire d'autres choses aussi. Les suggestions étaient toujours raisonnables,
toujours logique, et elle signifiait toujours non. Maintenant, ce jour, c'était aujourd'hui. Je me suis garé dans un parking souterrain près de la Bastille et j'ai marché jusqu'à l'immense magasin, me perdant presque immédiatement dans les allées de boîtiers, d'objectifs et de matériel d'éclairage. Un vendeur m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai dit non et je le pensais vraiment. Je voulais juste flâner, toucher le matériel, me rappeler ce que ça faisait de désirer quelque chose sans immédiatement calculer si ce désir valait la discussion qu'il nécessiterait à la maison. Sans l'anxiété constante de gérer les émotions de Camille, mon esprit était clair. Au travail dernièrement, j'avais été plus concentré, plus créatif. Mon patron m'en avait fait la remarque la veille, disant que je semblais plus affûté lors de nos réunions de planification. L'énergie mentale que j'avais dépensée à anticiper les besoins de Camille, à décrypter ses humeurs, à ajuster mon comportement pour éviter de déclencher son insatisfaction. Tout cela était maintenant disponible pour des pensées productives. C'était comme découvrir que j'avais couru avec des poids aux chevilles pendant des années, et que quelqu'un me les avait enfin enlevés. Pendant le déjeuner dans une sandwicherie du Marais près du magasin, j'ai appelé Thomas. « Tu veux des places pour le match du FC Nantes le week-end prochain ? Il joue contre le PSG. » Juste comme ça. Il avait l'air surpris. « Pas besoin d'en parler à Camille d'abord ? » « Pas nécessaire, ai-je dit en mordant dans un sandwich au pastrami qui valait à lui seul le déplacement. J'ai acheté l'objectif Fuji 56 mm f1.2 que je voulais. Il y a 6 mois, j'en avais parlé à Camille. Juste mentionné, en lui montrant les caractéristiques, et elle l'avait qualifié de superflu. Pas formellement interdit, mais le mot superflu avait flotté dans l'air entre nous, rendant l'achat irresponsable, égoïste, puéril. Aujourd'hui, c'était juste quelque chose que je voulais et que je pouvais m'offrir. J'ai tendu ma carte bleue et je n'ai ressenti que de la satisfaction. Je suis rentré à 18h30 pour trouver Camille en mode représentation totale. La maison était nettoyée, de superbes coquilles Saint-Jacques préparées, la table mise avec des bougies. Elle portait une robe de cocktail noir de notre dernier anniversaire. J'ai observé la scène, hoché la tête avec appréciation, puis j'ai attrapé une bière artisanale du frigo. Thomas et moi on va voir le match de rugby du stade toulousain au pub irlandais du coin. Ne m'attends pas. Elle a émis un son entre le halètement et le grognement. Je pouvais sentir son incrédulité alors que je partais. Le dîner élaboré, le cadre romantique, rien de tout cela n'avait suscité la moindre hésitation. Au pub avec Thomas, j'ai ri plus que je ne l'avais fait depuis des mois. Le bar était bondé avec la clientèle habituelle du samedi soir, un mélange de locaux et de touristes qui découvraient le centre-ville. Le match de rugby était sur tous les écrans et les gens criaient sur l'arbitre avec le genre de passion qui ne vient que quand on n'a pas de véritables enjeux dans le résultat. Thomas et moi avons pris une banquette au fond. Il a commandé son IPA habituel. J'ai pris une blonde pression et je l'ai vraiment goûté au lieu de boire en pilote automatique. « Tu as l'air différent ce soir » a fait remarquer Thomas après que nous ayons été là environ 1 heure. L'équipe menait de 7 points et nous avions épuisé les sujets habituels. Le travail, le sport, les dernières activités de ses enfants. Plus comme toi-même. Je me sens plus comme moi-même, ai-je dit avant de rire. Plus comme moi-même ? Je veux dire, tout va bien à la maison. La question est restée suspendue. J'aurais pu esquiver, faire une blague, changer de sujet. C'est ce que j'aurais fait une semaine auparavant. Mais l'esquive n'était qu'une autre forme du même schéma dans lequel Camille et moi étions coincés. Éviter la vérité pour éviter l'inconfort. Camille et moi traversons une zone de turbulence, ai-je dit. On essaie de comprendre ce qu'est réellement notre relation par rapport à ce qu'on a fait semblant qu'elle était. Thomas a hoché la tête lentement, sans insister pour avoir des détails. C'était l'une des choses que j'appréciais chez lui. Il savait quand pousser et quand simplement rester dans le silence. C'est du travail difficile. Ça l'est, mais l'alternative est pire. Sans l'inquiétude constante de l'humeur de Camille, j'étais vraiment présent dans la conversation, vraiment engagé. Je pouvais parler à Thomas de l'équipement photographique que j'avais réorganisé, de l'objectif que j'avais acheté, des projets que j'avais de faire plus de photos argentiques, des choses que j'aurais minimisées auparavant. Ne voulant pas l'ennuyer ou paraître trop enthousiaste à propos de quelque chose que Camille considérait comme futile. Nous sommes restés jusqu'à la fin du match. L'équipe a perdu en prolongation, mais je m'en fichais presque. J'avais passé une bonne soirée avec un ami, et je n'avais pas besoin que l'équipe coopère avec mon humeur.
Quand je suis rentré à 23h45, le dîner était débarrassé. Camille était à l'étage dans le lit, manifestement pas endormie, à attendre. Je me suis brossé les dents, me suis mis au lit, et me suis endormi sans dire un mot. Je la sentais rigide de frustration, fixant le plafond. Le dimanche matin a apporté le désespoir. Elle s'est levée avant moi, faisant du bruit conçu pour me réveiller. Elle a préparé le café exactement comme je l'aimais, se tenant près de la machine, attendant de la reconnaissance. Je me suis versé du café, j'ai pris une gorgée, j'ai fait un signe de tête, et je me suis dirigé vers la terrasse sous le soleil matinal. À travers la fenêtre, je l'ai vue au comptoir, les mains tremblantes alors qu'elle serrait son mug. Pour la première fois, elle avait l'air sincèrement bouleversée plutôt que stratégiquement manipulatrice. Mais j'avais appris quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin de son approbation pour me sentir bien. Je n'avais pas besoin de son attention pour me sentir valorisé. Ces leçons auraient dû arriver il y a des années, mais il avait fallu son retrait complet pour que je découvre ma propre indépendance émotionnelle. J'ai passé l'après-midi au parc de Procès avec mon appareil photo, utilisant 3 rouleaux de pellicule, chose que je n'avais pas faite depuis des années. La photographie argentique était lente, délibérée. Chaque cliché coûtait de l'argent. Il fallait réfléchir avant d'appuyer sur le déclencheur. Le parc était magnifique en cette fin octobre. Les arbres avaient dépassé leur pic de couleur, mais s'accrochaient encore à leurs feuilles, des oranges brûlés et des rouges profonds contre un ciel qui n'arrivait pas à se décider entre nuages et soleil. J'ai photographié la rivière avec la lumière se reflétant sur l'eau. Un vieux couple marchant main dans la main sur le chemin. Un gamin faisant voler un cerf-volant qui n'arrêtait pas de plonger vers le sol. Je me suis déplacé dans le parc complètement absorbé par la composition, dans le simple plaisir de faire des images. Le poids de l'appareil autour de mon cou semblait juste. Le clic mécanique de l'obturateur était satisfaisant d'une manière que le numérique n'avait jamais tout à fait réussi. J'étais présent à chaque instant, voyant la lumière et l'ombre, ne pensant à rien d'autre, ne me demandant pas de quelle humeur serait Camille quand je rentrerais. Sans calculer comment formuler les choses. Sans gérer préventivement les émotions de quelqu'un d'autre. Juste moi, l'appareil photo, et le monde devant moi. Quand je suis revenu à la voiture, j'avais de la terre sur les genoux pour m'être agenouillé pour une prise de vue en contre-plongée. Mes mains sentaient le métal du boîtier de l'appareil. Je me sentais plus moi-même que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être des années. Quand je suis rentré, Camille réarrangeait les meubles du salon avec une frustration évidente, essayant de me forcer à faire un commentaire. J'ai traversé la pièce en notant les changements mais sans rien dire. Quand elle a lutté avec la bibliothèque, je ne l'ai pas aidée. C'était une autre performance. Elle a essayé une nouvelle tactique. Un appel téléphonique avec sa sœur assez fort pour que je l'entende. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Il agit de manière si étrange, si froid et distant. L'ironie était stupéfiante. 3 jours à m'imposer le silence radio, pour ensuite me qualifier de froid et distant. Peut-être qu'il fait une dépression. Ou peut-être que quelque chose ne va pas au travail. Puis l'escalade. Je commence à penser qu'il pourrait avoir une liaison. J'ai tourné la page de mon livre. Cette nuit-là, elle portait une lingerie bordeaux que je n'avais pas vue depuis des mois, s'était positionnée de manière évidente, appliquait de la crème avec des mouvements exagérés. Autrefois, cela aurait fonctionné. Là, j'ai réglé mon réveil, éteint ma lumière, et me suis endormi, mais je ne faiblissais pas. Ces derniers jours avaient été une révélation. J'avais redécouvert la vie sans surveiller constamment l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Je dormais mieux, j'étais plus productif, plus sociable, je lisais des livres repoussés, je travaillais sur des projets négligés. En essayant de me punir, Camille m'avait fait le plus beau des cadeaux. La liberté de ne plus avoir besoin de son approbation. Ce soir-là, elle a fait une dernière tentative de contrôle. Des pleurs calculés. Pas de vraies larmes, mais des larmes stratégiques de quelqu'un habitué à ce que les larmes fonctionnent. Elle s'est assise sur le canapé en sanglotant, attendant que je me précipite vers elle. J'ai jeté un coup d'œil, évalué qu'elle n'était pas en détresse, et j'ai recommencé à regarder le bureau des légendes. Les pleurs ont cessé immédiatement. Elle m'a regardé avec une incrédulité totale. « Tu es sérieux là ?» Brisant son silence pour la première fois en plus de 3 jours. Je l'ai regardé calmement. « Tu me parles maintenant ?»
Je n'étais pas sûr puisque tu fais semblant que je n'existe pas depuis 3 jours. J'essayais de te faire comprendre quelque chose, a-t-elle dit, sa voix s'élevant avec une pointe de sur la défensive. J'ai reconnu que c'était son signe quand elle savait qu'elle avait tort mais n'était pas encore prête à l'admettre. Et qu'est-ce que c'était? Que tu me tiens pour acquis? Que tu ne m'apprécies pas? Qu'il faut que tu réalises à quel point tu as besoin de moi. Les mots sont sortis d'un coup, comme si elle les avait répétés. J'ai hoché la tête lentement, assimilant son aveu. C'était là. La vérité sous le silence. Pas de la colère pour quelque chose que j'avais fait, mais un test. Une expérience calculée pour prouver que je ne pouvais pas vivre sans son approbation, son attention, sa présence dans ma vie émotionnelle. Et comment ça s'est passé pour toi? Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée, luttant manifestement pour trouver la réponse. J'ai pu voir le moment exact où elle a réalisé que le test avait produit le résultat inverse. Son visage est passé du défi à quelque chose de plus fragile. J'attends, ai-je dit patiemment. Pas cruellement, juste honnêtement. Tu es cruel, a-t-elle finalement dit, et j'ai entendu le tremblement dans sa voix. Une vraie émotion, pas une performance. Je suis honnête. Tu voulais me montrer à quel point j'avais besoin de ton attention, de ton approbation, de ta reconnaissance. Eh bien, mission accomplie. Tu m'as montré exactement à quel point j'en avais besoin, c'est-à-dire pas du tout. Les mots sont restés en suspens entre nous comme de la fumée, visible et tangible, et impossible à retirer. Je pouvais voir le moment exact où elle a réalisé que sa stratégie s'était complètement retournée contre elle. Qu'au lieu de me rendre désespéré par son attention, elle m'avait entièrement libéré du besoin d'en avoir. Ses mains tremblaient légèrement. Elle les a croisées sur ses genoux, essayant de le cacher. Tu ne penses pas ça, a-t-elle murmuré. Je n'ai jamais été aussi sérieux à propos de quoi que ce soit dans ma vie. Ces 3 derniers jours ont été les plus paisibles que j'ai eus depuis des années. Pas de drame, pas de manipulation émotionnelle, pas besoin de marcher sur des œufs en essayant de deviner de quelle humeur tu es ou ce que j'ai prétendument fait de mal. Juste la paix. La vraie paix. Elle m'a dévisagé pendant un long moment et je pouvais la voir essayer de traiter cette information, essayant de trouver comment reprendre le dessus dans une situation où elle avait complètement perdu le contrôle. Ce n'était pas censé se passer comme ça. J'étais censé être désespéré à ce stade, plein d'excuses, essayant de la reconquérir. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé doucement. Et pour la première fois depuis le début, elle avait l'air sincèrement effrayée. Maintenant, tu décides si tu veux être en relation avec quelqu'un qui ne tolérera plus les jeux émotionnels, les traitements par le silence ou les tactiques de manipulation, parce que c'est ce que je suis maintenant. La personne qui a passé 3 jours à te courir après, désespérée par ton attention, inquiète de ce qu'il avait fait de mal, il est parti. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais c'est arrivé. Et maintenant nous connaissons tous les deux la vérité. La vérité était simple et dévastatrice. En essayant de me montrer à quel point j'avais besoin d'elle, elle m'avait montré à quel point ma vie pouvait être meilleure sans répondre constamment à ses besoins émotionnels. Son silence, conçu comme une punition, était devenu ma libération. Son retrait, destiné à me rendre désespéré, m'avait rendu indépendant. Elle avait joué à un jeu avec lequel elle était certaine d'atteindre son but, mais elle en avait fondamentalement mal compris les règles. Elle avait supposé que je craquerais sous la pression de son silence, que je reviendrais ramper, mendiant son attention et son approbation. Au lieu de cela, j'avais découvert quelque chose que j'ignorais sur moi-même. J'étais parfaitement capable d'être heureux sans sa validation constante. Je pouvais fonctionner, m'épanouir, même sans avoir besoin de gérer ses émotions ou de marcher sur des œufs autour de ses humeurs. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle finalement dit. Peut-être que ça n'a pas besoin d'être réparé, ai-je répondu. Peut-être que ça a juste besoin d'être différent. Alors que je la regardais assise là sur le canapé, n'étant plus la manipulatrice confiante qui avait commencé ce jeu 3 jours auparavant, mais quelqu'un de sincèrement ébranlé par la façon dont sa stratégie s'était complètement retournée contre elle. J'ai réalisé que son silence avait en effet couronné ma victoire. Non pas une victoire sur elle, mais une victoire sur la version de moi-même qui avait permis à la manipulation émotionnelle de dicter la qualité de mes journées. La version qui avait marché sur des œufs, constamment inquiète de l'approbation, et qui mesurait ma valeur à l'aune de l'humeur de quelqu'un d'autre. 3 jours de silence m'avaient appris ce que des années de mariage n'avaient pas fait,
que j'étais entier par moi-même, que je n'avais besoin de la permission de personne pour être heureux, et que la réponse la plus puissante à la manipulation était simplement de refuser d'y participer. Son traitement par le silence était terminé, mais ma transformation ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le mardi, a ramené la routine, mais avec un changement fondamental dans la dynamique sous-jacente. Elle a préparé du café et a tenté une conversation informelle, mais il y avait une prudence dans son attitude qui n'était pas là auparavant. Elle testait les eaux, essayant de comprendre les nouvelles règles d'engagement. Comment as-tu dormi? Bien. Des projets pour aujourd'hui après le travail? Comme d'habitude. Elle espérait clairement des réponses plus développées, plus d'engagement, plus de ces conversations détaillées qui avaient caractérisé nos matinées avant son expérience de 3 jours, mais ça ne m'intéressait pas de faire semblant que rien n'avait changé. Alors que je me préparais à partir au travail, elle a fait une dernière tentative. Peut-être qu'on pourrait dîner ensemble ce soir, s'asseoir et vraiment parler. Si tu as quelque chose dont tu veux discuter, on peut en discuter, ai-je dit. Mais je ne suis pas intéressé par une conversation artificielle conçue pour restaurer le statu quo. Elle a eu l'air blessée par cela, mais aussi, je l'ai pensé, un peu soulagée. Pour la première fois dans notre relation, j'avais été complètement direct sur les attentes et les limites. Pas de devinette. Pas besoin de décoder des significations cachées ou de deviner ce que je voulais vraiment. Au travail ce jour-là, je me suis surpris à réfléchir à la quantité d'énergie que j'avais consacrée à gérer les émotions de Camille. Le processus mental constant en arrière-plan consistant à surveiller son humeur, à anticiper ses besoins, à ajuster mon comportement pour éviter de déclencher son insatisfaction avait été épuisant d'une manière que je n'avais pas pleinement réalisée. Sans ce fardeau, j'étais plus présent dans mon travail, plus engagé avec mes collègues, plus créatif dans la résolution de problèmes. Plusieurs personnes ont fait des commentaires sur l'amélioration de mon humeur et de mon niveau d'énergie. Tu as l'air vraiment en forme ces derniers temps, a mentionné mon assistante lors de notre point hebdomadaire. Plus concentré. Je me sens plus concentré, ai-je admis. Quoi que tu fasses, continue. Ce que je faisais était simple. Vivre ma vie sans m'inquiéter constamment de l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Prendre des décisions en fonction de mes propres préférences et besoins plutôt que d'essayer d'anticiper et de m'adapter aux attentes inexprimées de quelqu'un d'autre. J'étais, pour la première fois depuis des années, vraiment moi-même. Ce soir-là, Camille a essayé une approche différente. Au lieu de gestes élaborés ou de comportements manipulateurs, elle a simplement demandé directement ce qu'elle voulait. J'aimerais qu'on dîne ensemble ce soir, a-t-elle dit quand je suis rentré du travail. Juste nous deux à table avec de la conversation. D'accord, ai-je dit. Elle a eu l'air surprise par mon accord facile. Vraiment? Tu as demandé quelque chose directement au lieu de t'attendre à ce que je devine ce que tu voulais ou d'essayer de me manipuler pour l'obtenir. Oui, vraiment. Pendant le dîner, elle a fait l'effort de s'engager dans une conversation authentique plutôt que dans la communication passive-agressive qui avait caractérisé nos interactions pendant des années. Elle m'a posé des questions sur mon travail, a écouté mes réponses, et a partagé des informations sur sa propre journée sans aucun programme caché ni l'attente que je résolve ses problèmes. Elle avait préparé des pâtes, rien d'élaboré, juste des spaghettis à la sauce tomate et une simple salade. Pas de performance, pas de mise en scène. La banalité de la chose a semblé révolutionnaire après des jours de gestes élaborés. J'ai eu cette promotion que j'espérais, a-t-elle dit en enroulant des pâtes sur sa fourchette. Le Festival des Nuits de l'Erdre, 6 galas d'entreprise sur les 4 prochains mois. C'est génial, ai-je dit, et je le pensais. Tu travailles pour ça depuis un moment. 2 ans, a-t-elle répondu. Je n'étais pas sûr qu'ils me la donneraient. Je pensais qu'ils allaient peut-être choisir Isabelle. Elle est là depuis plus longtemps. Mais la directrice m'a appelé dans son bureau aujourd'hui et me l'a simplement proposé. Pas de négociation, pas de drame, juste, voici le contrat, voici le budget, fais en sorte que ça marche. J'ai regardé son visage pendant qu'elle parlait. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se tenir. Pas la performance prudente des derniers jours, mais une véritable animation. Ses yeux brillaient. Ses mains bougeaient alors qu'elle décrivait les lieux, les défis, les opportunités. C'était quelque chose qui l'excitait vraiment, pas quelque chose de calculé pour obtenir une réaction de ma part. Tu vas être incroyable à ce poste, ai-je dit. Elle m'a regardé pendant un long moment, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Tu le penses vraiment?
Je l'ai toujours pensé. Tu es brillante dans ce que tu fais. Tu peux entrer dans le chaos et créer de l'ordre. Les gens te font confiance pour gérer leurs événements les plus importants. Ce n'est pas rien. Je ne pensais pas que tu le remarquais, a-t-elle dit doucement. Je le remarquais. J'étais juste trop occupé à gérer tes humeurs pour célébrer tes succès. Trop occupé à marcher sur des œufs pour voir réellement ce que tu accomplissais. Elle a légèrement tressailli à cela, mais n'a pas éludé ni discuté. C'est de bonne guerre, a-t-elle dit. La lumière du soir d'octobre entrait en biais par la fenêtre de notre cuisine, s'accrochant à son verre de vin et créant de petits prismes sur la table. Pendant un instant, j'ai pu voir la femme que j'avais rencontrée il y a 14 ans au mariage d'un ami. Celle qui coordonnait l'événement avec une efficacité calme pendant que tout le monde paniquait. Celle qui était directe et confiante et qui n'avait pas besoin de jeu pour se sentir en sécurité. Celle dont je suis tombé amoureux parce qu'elle semblait si sûre d'elle. Quelque part en cours de route, nous avions tous les deux perdu quelque chose. Elle avait commencé à utiliser le retrait au lieu des mots. J'avais commencé à gérer au lieu de vivre, et nous avions tous les deux fait semblant que c'était normal. C'était, ai-je réalisé, la première conversation honnête que nous avions eue depuis des mois. C'est mieux ainsi, a-t-elle dit pendant que nous faisions la vaisselle ensemble. C'est vrai, ai-je approuvé. Je n'avais pas réalisé à quel point les choses étaient devenues compliquées entre nous. Elles n'ont pas à être compliquées. Je ne sais pas comment ne pas être compliquée, a-t-elle admis. Et pour la première fois depuis des jours, sa voix contenait une véritable vulnérabilité plutôt qu'une performance stratégique. Commence par dire ce que tu penses. Quand tu es contrarié par quelque chose, dis que tu es contrarié et dis pourquoi. Quand tu veux quelque chose, demande-le directement. Quand tu es heureuse, dis que tu es heureuse. Arrête d'attendre de moi que je lise dans tes pensées. Et si tu n'aimes pas ce que j'ai à dire? Alors je n'aimerai pas. Mais au moins, nous saurons tous les deux à quoi nous en tenir. J'ai essuyé une assiette, je l'ai rangée dans le placard. Le traitement par le silence, les gestes élaborés, la performance, ce n'est pas de la communication, c'est de la manipulation, et j'ai fini de participer à ça. Elle est restée silencieuse pendant un moment, ses mains dans l'eau savonneuse, regardant par la fenêtre sans but précis. Je l'ai appris de ma mère, a-t-elle dit finalement. Le retrait, l'attitude glaciale, faire deviner à mon père ce qui n'allait pas, puis le punir quand il devinait mal. J'avais juré de ne jamais faire ça. Mais me voilà à faire exactement la même chose. Tu peux choisir de faire les choses différemment. Le puis-je? Ou est-ce juste ce que je suis? C'est un choix que tu fais chaque fois que tu es contrarié. Chaque fois que tu veux quelque chose, chaque fois que tu te sens négligé, tu peux choisir l'ancien schéma ou tu peux choisir l'honnêteté. Mais il faut que tu le choisisses vraiment. Elle s'est tournée pour me regarder alors, pour me regarder vraiment. Et si je fais le mauvais choix parfois? Si je retombe dans mes travers? Alors tu retomberas dans tes travers. Mais je ne te courrai plus après comme je le faisais. Je ne paniquerai plus en essayant de comprendre ce que j'ai fait de mal. À me plier en quatre pour regagner ton approbation. Cette version de moi a disparu. Donc si tu retombes là-dedans, tu seras juste assise seule dans ton silence. Ce n'était pas cruel. C'était honnête. Et j'ai pu voir sur son visage qu'elle comprenait la différence. C'était un petit pas, mais c'était un progrès. La femme qui avait essayé de me contrôler avec 3 jours de silence commençait à comprendre que la communication directe était plus efficace que la manipulation. Mais le vrai test viendrait la prochaine fois qu'elle serait contrariée par quelque chose. Reviendrait-elle à ses anciens schémas de comportement passif-agressif et de manipulation émotionnelle? Ou se souviendrait-elle de la leçon de ces derniers jours, à savoir que je n'étais plus prêt à participer à ces jeux? Seul le temps nous le dirait. Mais indépendamment de ce que Camille choisirait de faire, je savais qui j'étais maintenant. J'étais quelqu'un qui n'avait besoin de l'approbation de personne pour être heureux, qui ne tolérerait pas la manipulation émotionnelle. Et qui avait appris que la réponse la plus puissante au silence utilisé comme une arme était de découvrir que je n'avais pas besoin de cette conversation pour commencer. Ces 3 jours de silence avaient en effet couronné ma victoire. Non pas une victoire sur elle, mais une victoire sur la version de moi-même qui avait permis à la manipulation de contrôler mon bonheur. Et c'était une leçon que je n'oublierai jamais. Alors que j'étais assis sur la terrasse arrière ce jeudi soir, l'appareil photo entre les mains, photographiant la lumière de l'heure dorée sur le quartier Sainte-Anne,
j'ai réalisé quelque chose de profond. Le silence de Camille ne m'avait pas seulement libéré de son approbation. Il m'avait libéré pour me redécouvrir, la personne que j'étais avant d'apprendre à me rabaisser. Avant de rendre mon bonheur dépendant de l'humeur de quelqu'un d'autre, avant de croire que l'amour signifiait marcher sur des œufs. Avant de confondre l'accommodation avec l'affection. Les maisons de ville autour de nous devenaient de cuivre et d'or dans la lumière de fin de journée. Un couple passait sur le trottoir en contrebas, leur voix portant un rire facile. Quelque part à proximité, quelqu'un faisait des grillades et l'odeur du charbon de bois et de la viande se mélangeait à l'air salin venant de l'estuaire. La ville de Nantes était vivante autour de moi et pour la première fois depuis des années, je m'y sentais vivant. J'ai ajusté l'ouverture de mon appareil photo, regardant la cellule d'exposition danser. La photographie m'avait appris l'exposition, comment trouver le bon équilibre entre l'ombre et la lumière. Ces derniers jours m'avaient appris quelque chose de similaire sur les relations. Trop d'accommodements rendait tout surexposé, délavé, indistinct. Ce que je pensais être de l'amour avait en fait été l'effacement progressif de moi-même. J'étais à nouveau cette personne, celle qui avait des opinions, des préférences et des limites. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez réellement retenir de tout cela. Ce qui me frappe dans toute cette situation, c'est à quel point elle était totalement évitable. Comme s'ils avaient tous les deux eu tellement d'échappatoires avant d'en arriver là. La grande erreur d'Antoine n'était pas les 3 jours de silence. C'était les années qui avaient précédé. Il a remarqué qu'elle réarrangeait les meubles et n'a pas fait de commentaires assez enthousiastes. Sérieusement, mon gars. Si tu vis dans une relation où tu dois feindre l'enthousiasme pour des meubles sous peine d'en subir les conséquences, c'est déjà un énorme signal d'alarme que tu as choisi d'ignorer. Il parle d'avoir soudainement réalisé qu'elle le manipulait, mais ça n'a pas commencé ce jeudi. C'est leur schéma depuis toujours. Il a juste fini par être assez fatigué pour arrêter de jouer le jeu. Et oui, il a annulé des voyages avec des amis, zappé des enterrements de vie de garçon, évité des passe-temps qu'elle n'aimait pas pendant des années. Ce n'est pas elle qui l'y forçait. C'est lui qui choisissait la voie de la moindre résistance à chaque fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui-même. On ne peut pas blâmer quelqu'un de vous marcher sur les pieds quand vous êtes resté couché en lui indiquant le meilleur itinéraire. Camille mérite aussi des critiques, évidemment. Utiliser le comportement toxique de sa mère comme modèle et ensuite s'étonner que ça ne crée pas d'intimité. Elle voulait qu'il lui court après pour prouver son dévouement, pour démontrer qu'elle comptait. Mais les relations saines ne se construisent pas sur des tests. Elles se construisent sur la confiance. Le traitement par le silence n'est pas de la communication. C'est une punition. Et punir quelqu'un jusqu'à ce qu'il devine ce que vous voulez sans que vous ayez à le dire. Ce n'est pas une relation. C'est une prise d'otage. Ils avaient tous les deux besoin de s'exprimer des années plus tôt. Il aurait dû dire « je n'accepte pas ça ». Elle aurait dû dire « je me sens ignoré » avec de vrais mots. Au lieu de cela, ils ont construit un mariage sur des suppositions, de la rancœur et de l'évitement.